Somnifère, le podcast. Il y a dans chaque cœur un coin de solitude que personne ne peut atteindre, nous dit Albert Camus. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 22 novembre et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un homme qui vit seul dans un petit village isolé et se désole de n'avoir aucun ami ni aucune vie sociale. Un beau jour, un vieil homme qui semble seul lui aussi s'installe dans une maison tout près de chez lui. Qui est-il et quelle est son histoire ? C'est une nouvelle d'Octave Mirbeau intitulée « Pauvre voisin ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Mettez-vous à l'aise et si ce n'est déjà fait, fermez les yeux. Si votre position le permet, posez une main sur votre ventre et l'autre sur votre poitrine. Et dans un premier temps, respirez simplement à votre rythme, naturellement, sans effort. En observant simplement les mouvements de votre corps et de vos mains. À l'inspire et à l'expire. Alors qu'elles montent et qu'elles descendent. Imaginez à présent votre ventre comme un ballon de baudruche. Gonflez ce ballon un maximum à l'inspire et laissez-le se dégonfler complètement à l'expire. Vous pouvez répéter l'exercice si vous le souhaitez, en gonflant le ventre un maximum et en laissant les tensions s'évacuer complètement à l'expire. Continuez de respirer par le ventre, à votre rythme. Tranquillement. Sans attente. Observez à présent plus en détail le contact de votre main avec votre ventre. La chaleur qui s'en dégage. Les mouvements qui vous bercent. Votre ventre qui monte et qui descend. Imaginez qu'à chaque expire, les tensions continuent de s'évacuer un peu plus.
qu'à chaque inspire, votre corps devient plus léger et plus serein. Pendant la prochaine minute, concentrez simplement votre attention sur votre respiration. Et laissez les pensées défiler si elles viennent à vous. Un peu comme si vous étiez la montagne et que les pensées étaient les nuages. Sans effort, sans attente. En continuant de porter votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Cette année, durant l'été, vint s'établir près de chez moi, dans une petite maison depuis longtemps inhabitée, une sorte de vieux petit bonhomme très propre, très droit, à l'air très doux, très timide, et vers qui tout de suite alla ma sympathie. Oui, ma foi, rien que de le voir, j'avais senti de mon âme à la sienne comme une correspondance d'idées, déjà intime et profonde. Il semblait, tant ses allures étaient humbles, demander pardon de sa présence à toutes les choses, à tous les êtres, à toute la nature. Sur les routes, il s'effaçait non par crainte mais par modestie devant les chiens rôdeurs. Il eût fait certainement des détours de plusieurs kilomètres pour ne pas contrister de son approche un oiseau sur sa branche ou un rat dans un trou. Je fus charmé de la venue en ce pays de ce petit bonhomme dont, sur un premier regard échangé à notre première rencontre, je songeai qu'il pourrait me devenir un compagnon fidèle et utile. Ici, je suis très seul, trop seul. Et hormis le temps des repas et les courtes heures où je lis le petit journal, je m'ennuie. Je m'ennuie immensément. Tous les gens qui m'entourent sont, socialement parlant, ou trop au-dessus de moi, ou trop au-dessous. Chose curieuse, il n'en est pas un seul avec qui je sois
comment dire cela, de plein pied. Pas un avec qui j'aurais plaisir à me lier. Il n'y a pas un commerçant retiré des affaires, pas un fonctionnaire retraité, pas même un ancien capitaine d'infanterie, personne enfin dont l'intelligence, la conception de la vie, la moralité et les goûts soient équivalents des miens. Des paysans qui me détestent et me jalousent, des gros bourgeois qui méprisent ma médiocrité, des grands seigneurs qui m'éclaboussent de leur luxe, voilà ce dont se compose ce petit village extraordinaire où je vis. Je n'ai pas d'autres ressources intellectuelles que moi-même, et l'on avouera que c'est dur, l'hiver surtout où les nuits sont si longues à la campagne. Et les bêtes, me direz-vous, les bêtes sont une compagnie délicieuse. Eh bien, parlons-en. Les chiens, on me les vole. Les chats, on me les mange. J'ai eu un mouflon. Oui, un mouflon. Il était affectueux et drôle. Il est mort de s'être un jour de gelée blanche trop gavé de luzerne. Vraiment, en ce village, je suis aussi abandonné que si j'habitais le centre mystérieux de l'Afrique et la vie m'y est davantage hostile. Aussi, vous pensez si j'accueillis avec joie l'apparition inespérée d'un pareil voisin. Et dès les premiers jours où je le rencontrai, je me suis mis en devoir de lui adresser 1000 et 1000 politesses, discrètes et muettes, il est vrai, mais éloquentes en diable. Le petit bonhomme ne s'y méprit point, et je vis à l'expression reconnaissante de ses yeux que ses sentiments étaient à l'unisson des miens. Il ne nous restait donc plus que l'heureux hasard ou la droite combinaison qui mettrait en présence nos deux timidités, nos deux solitudes, et ferait des deux inconnus de la veille deux désormais inséparables amis. Cela arriva un après-midi, car nous dirigions nos promenades aux mêmes heures et dans les mêmes endroits. Je ne sais plus à propos de quoi. Je me nommai, il se nomma, il s'appelait Monsieur Justin Durand, ancien pharmacien à Grenelle. C'était bien la dernière profession que sur sa mine j'eusse donnée à mon futur ami. Les pharmaciens ont en général des airs effrontés et bohèmes qui, comme on l'a vu, n'étaient pas du tout ceux de Monsieur Justin Durand. Ils sont tranchants dans leurs idées, libres penseurs, affectent en politique des opinions radicales. Or mon voisin semblait l'opposé de cette sorte d'homme. Je l'emmenai le soir même à la maison, et malgré ses protestations, je le retins à dîner. Au dessert, pour exciter sa confiance, je lui avais raconté ma vie, en l'enjolivant d'événements extraordinaires qui ne m'étaient pas arrivés et de traits d'héroïsme aussi brillants que faux. Et vous, dis-je à mon nouvel ami, car rien ne vous fait l'ami de quelqu'un comme ces récits où l'on apparaît devant lui chevaleresque et sublime. Et vous, vous devez avoir eu une existence curieuse et bien remplie. Oh, moi, fit Justin Durand sans trop d'embarras et avec un sourire mélancolique. Moi, j'ai été cocu, telle fut ma vie. Ah, je comprends, m'écriai-je, et je vois d'ici la scène terrible et sanglante. Vous avez tué les deux larrons de votre honneur, les deux misérables larrons de votre honneur. Ma foi, non, répondit doucement Justin Durand. D'ailleurs, pensez que jamais personne ne fut plus, ni même autant cocu que je l'ai été. Et s'il m'avait fallu tuer tous les larrons de mon honneur, comme vous dites, ma vie tout entière se fût passée à cet exercice. Mais alors, je n'étais plus tout jeune quand je me mariai, et la femme que j'avais choisie était beaucoup trop jolie pour un pauvre homme comme moi. Je m'aperçus tout de suite que je ne serais pas heureux. J'ai l'air d'être bête parce que je suis gauche et timide, mais j'ai pourtant de la perspicacité,
et je vois bien des choses que je n'ai pas l'air d'avoir vues. Non, je ne suis pas si bête qu'on le croit. 2 mois après mon mariage, je savais très bien que j'étais cocu. 2 mois après, clamai-je avec horreur. Mais vous ne vous êtes pas révolté? Ma femme avait pris sur moi un empire considérable, continua Justin Durand. Je tremblais devant elle comme un petit enfant. C'était une femme violente et qui eût été capable de me battre. Je ne puis supporter les scènes. Je ne dis rien. Voici comment les choses se passaient. J'avais 3 élèves à la pharmacie, 2 blonds et un brun, jolis garçons, ma foi, et solides gaillards. Pour l'amour, ils étaient mieux bâtis que moi. Ma femme, sous un prétexte quelconque, je dis quelconque car vraiment ces prétextes étaient à peine dissimulés, les faisait monter dans sa chambre à tour de rôle et dans l'ordre suivant. Les 2 blonds d'abord, le brun ensuite. Lorsqu'ils entraient, il la trouvait au milieu de la chambre, debout et toute nue, et elle leur a dit cela chaque jour pendant plus de 15 ans, « Monsieur Charles, ou Monsieur Henri, ou Monsieur Frédéric, soyez donc assez aimable pour me remettre ma chemise, je ne sais où est ma femme de chambre. J'ai beau la sonner, elle ne vient pas. » Et il lui remettait sa chemise, vous devinez comment. C'est un peu fort. Et pourquoi ne la chassiez-vous pas de chez vous? À quoi bon? D'ailleurs, leur temps fini, ils partaient. Il fallait bien que je les remplace. Eh bien, moi, j'aurais choisi de très laids, des bossus. Les laids, les bossus, les petits, les grands, les jeunes, les vieux, tout était bon à ma femme. Cela dura 15 ans. Mais depuis Messaline, on n'a jamais vu ça. On ne voit pas tout dans les ménages, reprit philosophiquement Justin Durand. Mais il y a mieux. Après 15 années de cette existence, un matin, ma femme me dit qu'elle avait mal au foie et qu'il lui fallait s'en aller à Vichy. Je ne fus pas dupe de ce prétexte qui semblait inaugurer un nouvel état de choses. Mais que vouliez-vous que je fisse? Elle partit. Voilà 6 ans de cela, mais elle n'est pas revenue. Où est-elle maintenant? Je n'en sais rien. Je ne suppose pas qu'elle continue une cure qu'elle n'a pas dû commencer. Enfin, vous en voilà débarrassé. Oui, mais elle me manque. Elle me manque le soir surtout. Nous avions l'habitude de passer ensemble nos soirées. Nous ne nous disions rien, il est vrai, mais elle était là. Elle lisait des romans, moi j'inventais des sirops antiseptiques, des granules contre la tuberculose. Enfin, elle me manque. J'ai cru la remplacer en allant au café le soir, prendre un boc et lire les feuilles publiques. Eh bien, non, ce n'est plus la même chose. Je l'ai attendue 6 ans. Pendant 6 ans, chaque jour, j'ai fait mettre à table son couvert. J'ai fait préparer le soir par la femme de chambre ses petites affaires dans le cabinet de toilette. Je pensais qu'elle reviendrait. Elle aurait, en rentrant, trouvé les choses posées comme au jour où elle me quitta. Je n'y pense plus maintenant. Je ne l'espère plus. Alors j'ai vendu la pharmacie, donné congé de mon appartement. Et depuis que je suis ici à la campagne, en pleine nature, cela va mieux. Oui, je commence même à me moquer de ma femme.
Et savez-vous à quoi je pense en ce moment? Il eut un petit rire triste et se frotta les mains. De longues mains grises et sèches et flétries qui faisaient l'une contre l'autre un bruit de papier froissé. Eh bien, je songe que si ma femme revenait et qu'elle vit la pharmacie vendue, l'appartement vide, elle serait bien étonnée, bien étonnée. Et cela serait drôle qu'elle fût obligée d'aller coucher à l'hôtel. Nous nous levâmes de table et nous attaquâmes notre première partie de piquet. Bonne nuit. Bonne nuit.